Bonjour à toutes et à tous. Pour commencer, merci beaucoup aux organisateurs. On a eu une matinée riche en présentations très intéressantes et en pitch vraiment très novateur. Donc aujourd'hui, je vais effectivement vous parler de Riftox, qui est un test qui vise à évaluer l'impact d'actifs et de formules cosmétiques sur les récifs coralliens. Donc on est bien dans le thème d'innover en surface et en profondeur. Ce matin, on a vu beaucoup de belles choses faites en surface. On va regarder un peu plus en profondeur maintenant. Alors, pour commencer, juste faire quelques rappels sur les récifs coralliens, même si on a déjà eu beaucoup de données sur le monde marin ce matin. Les récifs coralliens, ils représentent moins d'1% du plancher des océans. C'est vraiment très peu quand on voit le rôle fondamental qu'ils jouent au niveau sociétal et environnemental. Ils vont effectivement avoir un rôle essentiel pour tout ce qui est faune et flore marine, en supportant 25 à 40% de la faune et de la flore marine. Ils vont également servir de barrière naturelle face à la houle, aux vagues qui peuvent être destructrices pour différents écosystèmes, tels que les mangroves par exemple, mais aussi pour nos côtes. Ils vont aussi agir du coup au niveau de la régulation climatique et du point de vue sociétal. Ils représentent une valeur économique qui est non négligeable. On a vu qu'on peut énormément s'inspirer des fonds marins et on peut aussi énormément s'inspirer des coraux pour tout ce qui est industrie pharmaceutique, cosmétique, biotechnologique. Mais les récifs coralliens, ils vont aussi intervenir dans les industries de la pêche puisqu'ils servent d'habitat ou du tourisme. Et là, on parle de milliards d'euros. Le gros point noir des dernières années et dont on est tous conscients, c'est la fragilisation de ces récifs coralliens. Il y a quand même un fort pourcentage de récifs coralliens qui est fragilisé aujourd'hui. Alors, ce n'est pas que du fait de l'homme. Il y a les événements naturels, tout ce qui va être infestation, propagation de maladies, colonisation par des espèces invasives. On pense aussi forcément au réchauffement climatique, mais il y a aussi l'acidification des océans. Nous, les hommes, c'est nos activités liées par exemple à la pêche. On connaît des méthodes de pêche qui peuvent être destructrices ou abusives. Tout ce qui est par exemple aussi lié à la pollution ou au développement côtier, relié par exemple à l'activité touristique. Alors, le tableau n'est pas complètement noir, hein, il faut aussi pondérer les propos. Les récifs coralliens, ils ont une très forte capacité de résilience. Pour information, les derniers rapports sur les récifs coralliens de Nouvelle-Calédonie ont montré que ces récifs de Nouvelle-Calédonie ont fait preuve d'une très grande adaptation face aux événements d'augmentation de la température des océans, ce qui n'est pas le cas partout dans le monde. Donc ça, c'est quand même un bon point. Le seul souci, c'est que cette résilience des coraux, avec la multiplication des événements climatiques, les tempêtes, le réchauffement climatique qui s'accélère, ou les phénomènes d'infestation, couplés avec les activités humaines, tend à faire décroître cette résilience des récifs coralliens. Et donc, il y a une prise de conscience, on l'a bien vu aussi à travers les présentations de ce matin, où il faut intervenir pour protéger ces récifs. Du point de vue des gouvernements, on va parler de restrictions, de législation, de réglementation, qui forcent forcément les industriels à réagir, mais aussi il y a une prise de conscience de la part des consommateurs où on veut des choses qui sont plus respectueuses et plus dans l'air du temps de notre façon de faire, de penser, mais aussi respectueuses de l'environnement en plus de notre santé. Pour les industries cosmétiques, et donc tout ce qui concerne forcément la formulation, on a vite été pointé du doigt concernant les filtres anti-UV qui ont été identifiés comme ayant un impact toxique prouvé ou potentiel. Alors attention, il n'y a pas que les filtres anti-UV qui sont relargués tous les ans dans l'eau de mer. Hein. Il y a énormément de produits, des produits de soins, des produits d'hygiène, des produits maquillage, capillaire. Donc il ne faut pas pointer du doigt que les filtres anti-UV et il faut bien en prendre compte aussi. Et c'est justement face à cette prise de conscience que maintenant il y a un besoin clair et certain de revendication et de certification qui démontrent l'innocuité
des actifs ou des formules cosmétiques qui sont développées par nous, industriels du secteur cosmétique. Alors c'est pour cela que depuis 2021 et en partenariat avec SGS, qui est leader mondial de l'inspection, de la vérification, du testing et de la certification, que nous travaillons au développement et à la commercialisation du test Richtox, dans le but de répondre aux attentes des consommateurs et des partenaires industriels. C'est un test qu'on a développé en se basant sur les réglementations en vigueur, les normes, les recommandations OCDE, les données de l'ANSES aussi, et bien sûr les données scientifiques disponibles à travers toutes les études menées tout autour du monde. Et donc, l'objectif, c'est effectivement d'évaluer l'impact des produits et des actifs, et des formules et des actifs cosmétiques. Et pour parler un petit peu plus du test et comment on l'a designé, on l'a pensé, pour cela, on a travaillé à la sélection d'un panel de 50 espèces de corail pour un total de 32 genres. Il s'agit de coraux qui sont retrouvés à différents endroits du globe, à différentes profondeurs également. C'est des coraux durs et mous, pour obtenir finalement un panel qui est le plus représentatif possible des zones de baignade Indo-Pacifique, donc en bleu foncé sur la map monde. Et quand on regarde, c'est les zones finalement où le tourisme est un peu plus important et où les coraux sont le plus exposés aux intrants extérieurs et aux menaces. Ce test, il a pour objectif aussi de permettre d'avoir une évaluation à court et moyen terme, puisque dans un premier temps, on va avoir une évaluation de l'impact des échantillons à tester à court terme, après une période de mise en contact de 24 heures. On fait un suivi régulier tout au long de cette période de mise en contact et à la fin de cette période. Puis, après les 24 heures de mise en contact, les coraux sont transférés en quarantaine pour permettre d'observer finalement s'ils sont capables d'une résilience suite à l'exposition, ou pour voir s'il y a eu un effet bioaccumulateur et donc potentiellement des effets négatifs qui vont apparaître au bout de 15 jours. Les paramètres qu'on a sélectionnés pour ce suivi, donc c'est toujours en se basant sur les recommandations et les données scientifiques. Ça va inclure des paramètres physico-chimiques, pH, salinité, température. On va aussi avoir un suivi à des concentrations en différents éléments, macro, micronutriments, éléments traces ou polluants, couplé avec une évaluation de la limpidité de l'eau, puisqu'il est essentiel pour les coraux d'avoir quand même une eau qui est suffisamment limpide pour pouvoir en fait avoir une photosynthèse des zooxanthelles qui sont en symbiose avec eux. Et au final, on regarde forcément l'état général des coraux en ayant sélectionné des bioindicateurs et à la toute fin, la mortalité dans les systèmes de test. Un petit peu de mal avec là. Ouais. Ah, c'est bon, pardon. Du point de vue de la conduite du test. Donc, c'est un test qu'on peut proposer aux partenaires industriels de deux façons. Soit on peut leur proposer de travailler en collaboratif avec un partage de la composition de l'échantillon à tester, ou de travailler à l'aveugle si, au contraire, il est préférable pour eux que nous ne connaissions rien sur l'échantillon. Dans les deux cas, il est nécessaire de réaliser une première étape de test qui va avoir pour but d'évaluer s'il est judicieux, dès le départ, de mettre en contact les coraux avec l'échantillon. C'est-à-dire qu'en se basant sur des données scientifiques, des données que nous avons aussi accumulées en interne, on saura si le risque est déjà trop élevé ou au contraire s'il est modéré, voire faible. Dans le cas du protocole collaboratif, on réalise une préévaluation en se basant donc sur la formule qui nous est partagée, en utilisant les bases de données internes et donc les données scientifiques aussi. Si par contre on travaille à l'aveugle, là on va réaliser une préanalyse ICP qui a pour but d'évaluer le comportement de l'échantillon en eau de mer, d'observer s'il y a un relargage
de certains nutriments, de certains éléments, et si par exemple aussi on a la production d'une turbidité trop importante. Pour ces deux étapes, on partira donc sur un système d'évaluation. Est-ce que le risque il est faible, modéré, sérieux ou élevé? Quand le risque est faible, c'est un signal pour nous où on va prévenir le client qu'il n'y a pas de problème, on peut passer au test Riftox sur le panel complet, le Riftox 50, ou s'il le souhaite, plutôt sur le Riftox 12. Mais l'idée, c'est plutôt de tester effectivement le Riftox 50, qui va permettre d'avoir une meilleure visibilité sur l'impact sur un panel complet. Lorsque le test, les premières étapes de test montrent un risque modéré, là, on orientera le partenaire plutôt vers le Riftox 12. Ce Riftox 12, c'est la même base que le Riftox 50, les mêmes étapes. Par contre, on ne travaille que sur 12 espèces de coraux, les espèces les plus sensibles du panel des 50, ce qui permettra de mettre en avant aussi une réponse sur des espèces bien plus sensibles et d'éviter aussi d'impacter un trop grand nombre de spécimens si on a encore quand même des doutes. Dans les cas où le risque est considéré comme étant trop sérieux ou élevé, là, on orientera le partenaire vers un travail de reformulation en discussion avec nos équipes s'ils le souhaitent ou en interne pour pouvoir recommencer dès le début finalement le protocole de test et essayer d'atteindre la phase finale du test. À la fin de ce test, du coup, on obtient suffisamment d'informations qu'on va compiler pour pouvoir fournir aux partenaires un rapport qui permettra de statuer sur l'impact de son actif, de son échantillon sur les récifs coralliens. Alors, quelques exemples de résultats. Là, c'est notamment sur les suivis de concentration des éléments, de différents éléments traces, polluants ou macronutriments, à différents temps d'études. Donc le T0 correspond finalement au contrôle de la qualité de l'eau avant de démarrer le test. Ça fait partie quand même d'une grosse part du test. Il faut vérifier qu'avant de mettre en contact les coraux avec l'eau de mer, tout est OK pour commencer. On part après sur un T1 où là, on a introduit les coraux dans le système d'études, puisque une introduction des coraux dans le système d'études, ça va quand même modifier certains paramètres. Et il faut en tenir compte pour la suite du test. Et au T2, on intègre l'échantillon dans le système d'études. Le T3, c'est après les 24 heures de mise en contact, où on aura réalisé donc tout le suivi. Et on a un premier résultat qui permet d'évaluer l'impact à court terme. Puis le T4, donc c'est après la mise en quarantaine des coraux pour observer la résilience ou non des spécimens. Donc ce qu'on peut voir là, c'est que dans certains cas, après la période de mise en contact, on a des éléments qui vont s'accumuler dans les systèmes d'études. Donc dans le cas des éléments traces, il s'agit du zinc ici. Pour d'autres éléments, on a des résultats qui sont relativement stables ou qui évoluent à la normale finalement. Et là où c'est assez intéressant, c'est aussi de corréler ça avec l'évolution de la limpidité de l'eau, puisqu'on peut voir que quand on a certains éléments qui s'accumulent dans l'eau, on a aussi forcément un impact sur la limpidité de l'eau. Donc l'impact qu'on aura au final devra prendre en compte l'augmentation des concentrations de certains éléments couplés à cette diminution de limpidité. Si on regarde maintenant plutôt les coraux, puisque c'est souvent ce qui est le plus visuel pour les consommateurs et donc aussi pour nous, on commence le test toujours en ayant fait un check de l'état général des coraux. Donc est-ce qu'ils sont conformes, pas de sécrétion de mucus, pas de nécrose, des polypes qui sont bien ouverts, une coloration qui est attendue par rapport à l'espèce. Donc là, sur cet exemple, on a 3 échantillons qui sont comparés. Les échantillons A et B sont des formules cosmétiques et l'échantillon C est un actif cosmétique non formulé. Là, j'ai pris l'exemple de 4 coraux, donc durs, mous, à large ou petits polypes. Au début du test, on commence avec une sélection de coraux qui est conforme, donc on est OK pour commencer le test. Et puis après la période de mise en contact et la quarantaine,
on obtient on réalise de nouveaux clichés. Et là, on voit une évolution pour les différents spécimens. Pour l'échantillon A, donc c'est celui qui a montré un impact toxique le plus élevé. On a 2 spécimens sur les 4 exposés ici qui sont fortement atteints avec la présence d'un blanchissement et de nécrose. Dans le cas de l'échantillon B, là, on n'a aucun impact toxique pour la sélection. Et dans le cas de l'échantillon C, on a un impact toxique qui est modéré, où on a un seul spécimen qui présente une perte de polypes. Alors je trouve que c'est un exemple que moi j'aime bien personnellement, puisque ça montre bien que c'est important de prendre l'ensemble en compte. C'est-à-dire que là, on a 2 formules cosmétiques et un actif seul. On peut avoir des listes de produits qui sont identifiés et bien connus comme étant toxiques, mais attention, quand c'est mis en formule, on a des résultats qui sont forcément différents. Il y a des histoires de complexation, forcément. Il y a des phénomènes d'interaction. Là, on ne parle que de la formule. Après, il faudra aussi prendre en compte avec les packaging qui sont utilisés, où on a tous ces phénomènes d'interaction qui peuvent intervenir. Et ce n'est pas forcément parce que l'actif va montrer un résultat à lui seul qui peut être modéré ou élevé en termes de toxicité qu'il aura le même résultat une fois qu'il sera en formulation. Donc c'est aussi pour ça que c'est important de travailler avec les formulateurs d'aujourd'hui et de demain qui ont souvent de très bonnes idées, comme on a pu voir ce matin, et qui continueront à en avoir pour préserver un maximum nos récifs coralliens. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre. Ah oui, je n'ai pas vu. C'est parti. Ah oui. Je pose ça là. Je ne sais pas si mon micro fonctionne. Il fonctionne. Merci beaucoup. Il y a juste une petite question qui a son importance. C'est considéré comment, quand on nous pose la question, votre produit, votre ingrédient a-t-il été testé sur animaux? On répond quoi? C'est une très bonne question. Alors, on est toujours effectivement à la limite avec les coraux, puisqu'on est effectivement sur un système d'études où on parle d'organismes vivants, mais on est aussi sur un système calcaire, donc c'est toujours très discutable. Là, dans le cadre de cette question-ci, si on reste vraiment très mot pour mot, là, on ne peut pas dire que c'est testé sur animaux, dans le cas des coraux. Bonjour, il y avait eu une controverse une fois où on avait démontré qu'il y avait un impact des crèmes solaires sur les coraux. Et quand on avait vérifié la concentration, en fait, ils avaient testé la crème à des concentrations énormes et en fait qui ne correspondaient pas du tout à ce qu'on peut trouver finalement quand les gens se baignent dans l'eau. Alors, est-ce qu'il y a eu vraiment des mesures, disons, voilà, quand il y a 10 personnes qui se baignent sur cette plage, le taux de filtre solaire est celui-là, et si vous testez à cette concentration-là, on a un impact vraiment sur le corail? Alors, c'est des études qui sont encore en cours, parce qu'effectivement, c'est très compliqué d'avoir une représentation de ce qui se passe réellement dans le milieu naturel. Il y a plein de données qui sont disponibles. Nous, de notre côté, on a fait le choix de travailler avec un système qui est représentatif des quantités de produits solaires ou cosmétiques utilisés par un utilisateur dans un volume d'eau défini, qui est le volume qu'on estime nécessaire lors d'une baignade dans des océans, des mers à la plage. Et quel est l'impact du réchauffement climatique par rapport à relarguer des filtres solaires dans l'eau? Est-ce que c'est vraiment similaire? Alors aujourd'hui, on a tendance à dire que c'est plutôt le réchauffement climatique qui a un impact négatif, mais parce qu'il manque encore beaucoup de données finalement pour dire que les filtres solaires ne sont pas à prendre en compte. Et
Comme je le disais, il n'y a pas que les filtres solaires à prendre en compte. Parce qu'il y a des gens, alors moi quand je vais à la plage, je mets de la crème. Mais il y a certaines personnes qui n'en ont pas forcément besoin, mais qui vont utiliser d'autres produits cosmétiques, qui finiront forcément dans le milieu marin et qui auront forcément un impact aussi sur le milieu marin. Donc on manque encore quand même de données sur toute cette partie-ci. Merci. Une petite question sur l'utilisation des tests et le lien entre finalement le fait de faire des tests et de montrer qu'on n'a pas d'impact et les allégations qui sont possibles ou qu'il est possible de faire. On a vu des marques de produits solaires qui communiquaient sur l'absence d'impact sur l'environnement marin, qui ont dû faire machine arrière. Et donc je voulais savoir un petit peu comment on peut concrètement valoriser le test que vous faites au niveau de la communication. Alors c'est un travail sur lequel on se penche très sérieusement avec notre partenaire SGS pour aller effectivement vers une certification qu'on pourra proposer à la suite aux partenaires et aux clients qui le souhaitent, puisqu'effectivement il y a eu il y a une multiplication des logos qui disaient non nocifs pour les coraux, respectueux de l'environnement marin, qui sont soit basés sur des listings de produits identifiés ou non, mais qui n'avaient pas effectivement des fondements scientifiques suffisamment solides. Donc on est en cours de développement sur cette partie. Merci. Bien. Moi j'ai une dernière question. Oui. Alors j'ai une petite question. Comment on peut finalement évaluer la toxicité sur les coraux des formules plutôt lipophiles et des actifs lipophiles, puisque en fait, une grande partie des filtres sont huileux, enfin solubles dans l'huile, et alors que là, on est dans de l'eau. Très bonne question. Je me suis bien cassé les dents quand il a fallu le faire au début. On a vraiment travaillé au développement de cette technique. On peut proposer aux partenaires de tester le produit en le disséminant directement dans l'eau de mer. Donc là, il y a forcément un biais s'il décide de le faire comme ça. Sinon, on va lui proposer de travailler sur des systèmes de peau artificielle sur lesquels on viendra appliquer finalement le produit à tester. Et c'est ce système de peau artificielle qui sera immergé et mis en présence du panel de corail.